quand on a commencé à parler d'intelligence artificielle, juste la faire nommer intelligence artificielle génère le côté qu'on sait c'est quoi l'intelligence. Puis on l'oppose à l'intelligence naturelle. Puis là, j'ai vu des gens que je nommerai pas commencent à spéculer que, ah oui, ça s'est rendu aussi intelligent que nous. Un d'entre eux, assez connu, j'avais dit, c'est quoi l'intelligence, oui? T'es-tu psychologue d'intelligence? T'es-tu Piaget? C'est quoi l'intelligence? Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je ne pense pas qu'on a déjà vraiment abordé ça ici, mais on aborde tous les sujets. On va parler de science. Et on va parler de science avec quelqu'un qui l'ignore encore, mais je vais lui apprendre. Yves Gingras, bonjour. Bonjour. Vous ignorez que je circulais dans les couloirs de l'UQAM, parce que vous êtes professeur à l'UQAM, vous êtes historien et sociologue des sciences. Vous ignorez qu'il y a quelques années, j'étais au bac en histoire et vous étiez une légende. Tout le monde parlait d'Yves Gingras. Yves Gingras, il va vous apprendre à faire un pitch, à faire une présentation orale. Yves Gingras, c'est un sérieux. Puis là, moi, je passais toujours à côté de votre bureau et la porte était un peu ouverte, puis vous étiez assis à votre table. Puis je cherchais un prétexte pour vous parler, parce que moi, je suis impressionné par les gens qui ont du talent, mais je ne trouvais pas le prétexte. Et des années plus tard, le prétexte, c'est la parution de ce livre chez Boréal, Les sciences sous ma loupe. C'est un livre, c'est un peu étrange, parce que quand on le lit en 2026, on se dit, quoi? On pensait que c'était réglé, cette question-là, la question de la définition de la science, de sa pertinence. Et pourtant, vous partez d'un constat qui est un peu différent. Oui, parce que ce qui me frappe, moi, comme observateur des discours sur la science, c'est qu'on observe depuis au moins une année chez une frange d'activistes de dire « Ouais, mais ça, c'est scientifique » ou « Ça, c'est pas scientifique ». Je l'ai vu encore ce matin, là, je lisais des emails que j'ai reçus parce qu'il y a un débat en Belgique. Puis là, les gens disent « Ah oui, mais ça, c'est pas la méthode scientifique. Ça, c'est pas une preuve scientifique. » Je dis, mais avez-vous défini c'est quoi une méthode, une preuve scientifique? C'est quoi une preuve scientifique? Donc, j'ai dit, il faut peut-être rappeler c'est quoi la science. C'est quoi la science? Et donc, la meilleure définition, à mon avis, la plus simple, pour des raisons qui s'appliquent dans sa généralité, c'est la science, c'est rendre raison des phénomènes par des causes naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Rendre raison des phénomènes. Des phénomènes, c'est quoi? Une pomme qui tombe, hein? Des feuilles qui passent du vert au jaune au rouge. Ça, c'est un phénomène. On dit, pourquoi? Bien là, on invoque des raisons. On va dire, bien, la pomme, c'est la loi de la gravitation. Hein? Les choses tombent. Là, on pense à Galilée, on pense à Newton. Mais il y a d'autres types de phénomènes. Une étoile qui explose, bien là, la cause, c'est l'astrophysique. Ça prend la physique nucléaire, etc. Mais il y a d'autres phénomènes. Une émeute, une hystérie collective où le monde délire. Là, on est dans la psychologie sociale. Il y a d'autres raisons. On dit, OK, là, les gens sont influencés par des modes, etc. On invoque des concepts typiques de la sociologie ou de la psychologie. Hein? En psychologie, on va dire, bien, pour quelle raison il y a de la schizophrénie? Bien là, on va trouver des explications. Ou la psychanalyse, on n'est pas obligé d'être d'accord avec la psychanalyse. Mais c'est une tentative d'explication de phénomènes. Donc, rendre raison des phénomènes, c'est expliquer. Mais expliquer, c'est pas juger. C'est pas évaluer. Ça m'a frappé. Il y a plusieurs années, j'étais invité à l'École normale supérieure de Paris. C'est à l'époque où le premier ministre Valls disait « Ah, je suis tanné des sociologues qui justifient et qui excusent les jeunes de banlieue. » Là, j'ai dit « Mais là, il faut peut-être rappeler au ministre de l'épistémologie 101, expliquer, c'est pas justifier. » Puis un exemple que je leur donne toujours, qui est très simple, c'est si, par exemple, j'arrive en retard au cours,
puis je vous dis, ah ben, je suis en retard parce que le métro était bloqué. Je peux vous prédire qu'il y en a qui vont, ah, monsieur, vous n'avez pas à vous justifier. Je- on a ce réflexe-là de dire ça, mais ben, je ne me justifie pas, je vous explique la cause. Mais c'est perçu comme justifié. Donc, c'est construit dans le langage que quand tu expliques, la structure du langage fait que les gens vont dire, ah oui, tu te justifies. Ben non, j'ai juste expliqué. Mais oui, mais pourquoi? Parce que moi, je pars du principe qu'on est de plus en plus diplômés. Certains disent éduqués. Moi, je préfère dire diplômé. Ouais. Vous semblez être d'accord. Donc, on est de plus en plus sur les bancs d'école. Il y a de plus en plus d'accès à l'information. Et pourtant, il faut faire ce travail-là aujourd'hui ensemble, vous et moi, réexpliquer ce que c'est que la science. Puis vous avez dit, on sort ce mot-là à tout vent, là. C'est scientifique. Ah, oui, j'ai déjà lu ça dans une étude. Est-ce qu'on sait c'est quoi une étude? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est que on n'a pas développé l'esprit critique et ceux qui usent de ces termes-là, souvent, c'est pour des raisons stratégiques. C'est pour se justifier. Parce qu'il n'y a rien de plus prestigieux que la science. Donc, on veut se draper de la science en disant, j'ai utilisé des méthodes acceptées, pour prendre un exemple récent, qu'on devinera peut-être, qui est paru dans les journaux, sur une enquête de la FAE, avec un prof de Sciences Po de l'UQAM. Et donc, dans le devoir, on était capable de lire que cette étude qualitative suit les méthodes des sciences sociales. Fait que là, les journalistes vont dire, ah bon, ça suit les méthodes des sciences sociales. Mais moi, je regarde les données, puis je dis, ben, non, ça ne suit pas les méthodes des sciences sociales. Pourquoi? Parce que cet échantillon-là, quelle est sa structure, quelle est sa représentativité, et c'est des données qualitatives dont vous tirez des conclusions générales, ce qu'on ne peut pas faire. Si on veut des conclusions générales, il faut peut-être un échantillon global sur la structure sociale, etc. Donc, voyez-vous, mais ça, c'est pris pour acquis. Il faut décortiquer pour dire non, c'est pas scientifique. Donc, on invoque ça toujours face à l'autre, c'est toujours l'autre qui n'est pas scientifique. C'est exactement la même structure de langage que dans des débats, on dit ah, mais ça, on veut une vraie consultation. On ne dit pas on veut une consultation. Donc, quand on dit on veut une vraie consultation, quand on traduit ça en français, ça veut dire une consultation est vraie quand les conclusions sont d'accord avec moi. C'est ça. Il y a le jugement moral aussi. C'est ça. Donc, on dit ah, mais il y a eu, moi je dis ben non, il y a eu une consultation. Malheureusement, ils n'ont pas suivi vos conseils, mais il y a eu une consultation. Ah, c'est pas une véritable consultation. Donc, moi, j'analyse l'usage de ces mots-là. C'est comme le mot citoyen dans le livre. Je pense que je fais une liste. On dit une consultation citoyenne. La science citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, ça. Tout le monde est citoyen. Vous êtes un citoyen, je suis un citoyen. Il n'y a pas de science citoyenne. Il y a une science vraie ou fausse. Puis, elle sert les citoyens ou non. Puis lesquels les citoyens? C'est qui les citoyens? Hein, les bobos de... écologiques qui mangent des graines ou les agriculteurs? C'est qui? C'est tous ils ont le droit de manger des graines et être contre les bœufs, les animaux. Mais il y en a d'autres qui sont des agriculteurs qui nous nourrissent. Fait que la société, c'est qui? Fait que moi, c'est toujours un point de vue de ramener les choses à un objet bien défini. C'est quoi le mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est comme ça qu'on est manipulé lorsqu'on prend pour acquis, on répète des mots. On voit une épidémie de mots. Les gens répètent les mots. Hein, il y a eu une mode des mots EDI, équité, diversité, inclusion. C'était partout. On veut une science inclusive. Ah bon? Depuis quand une science est inclusive? Je ne sais pas c'est quoi une science inclusive. Normalement, c'est ça. Ça inclut tout le monde. Puis tout le monde sont capables de faire de la mécanique quantique, sont inclus. Si tu dis, moi, les maths, je comprends rien, ben, tu ne feras pas de mécanique quantique. Parce qu'il y a des mathématiques dans la mécanique quantique. Mais on va y venir à EDI, au climat aussi à l'université. Mais avant toute chose, moi, je veux comprendre, ça fait combien de temps que vous enseignez à l'université? 40 ans. 40 ans. Donc, je crois comprendre que ça s'est quoi? Empiré, en tout cas, que c'est pas le même climat là, en ce moment, que ce l'était quand vous êtes arrivé. On parle d'esprit critique, là. Est-ce que vous avez vu une transformation? Ou ce phénomène-là, c'est le même depuis 40 ans? Non, c'est que ça dépend des domaines. Par exemple, moi, ça me frappe qu'en sociologie, il y a beaucoup plus d'étudiants qui vont aller en sociologie, non pas pour comprendre les phénomènes sociaux, mais pour transformer le monde. Je veux être contre les inégalités. De l'activisme. Ouais, il y a de l'activisme. On voit beaucoup moins ça, du moins moi, dans mon expérience, qui était professeur au département de sociologie, puis qui est professeur maintenant au département d'histoire, beaucoup moins ça chez les historiens. Il y a aussi des historiens qui vont dire il faut une histoire engagée. Moi, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ils sont engagés. Tu travailles sur ce que tu veux. Tu peux dire, ah, moi, je veux travailler sur l'histoire des Noirs au 19e siècle. Bien, c'est très intéressant. En quoi c'est engagé? Montre-nous avec les bonnes archives comment ça fonctionne. Explique-nous les chicanes qui ont eu lieu, l'exploitation qui a eu lieu. Il n'y a rien à dénoncer, ils sont morts. OK? Donc, il y a eu un mouvement beaucoup plus dense. Mais il y a eu une analogue des années 70, mais moi, je n'étais pas dans ces domaines-là. Je faisais mes études en physique, mais j'avais des amis en sciences sociales. Et donc, à l'époque, c'était des analyses marxistes. Et souvent, donc, les gens voulaient faire de l'histoire pour servir la Révolution. À cette heure, c'est plutôt pour servir les inégalités, pour empêcher ça. Donc, les objets ont changé, mais c'est toujours une minorité d'activistes. Donc, le danger que je vois, c'est de généraliser. Moi, je donne des cours assez carrés, et les gens, On je le pense, devine. sont à Radio OK, on nous a pas enseigné ça de même. Mais justement, là, vous allez le voir comme ça. Puis un autre prof, vous allez le voir sur un autre angle. Mais moi, c'est cet angle-là. Point barre. OK? Puis si tu veux un argument, si vous avez des arguments, c'est parfait, j'écoute. Mais il faut que vous l'articuliez, l'argument. C'est pas moi, je pense que. Donc, ce qui joue aujourd'hui aussi, c'est le réflexe très individualiste. Ah, moi, je pense que. Ben, moi, je m'en fous, ce que tu penses, là. C'est où tes données? C'est quoi ton échantillon? Ouais. Donc, la différence, c'est qu'une approche beaucoup plus individualiste et aussi fondée sur le respect. Ah, ben il faut respecter le point de vue des autres. Ce que ça veut dire, respecter le point de vue des autres. Si vous dites une connerie, je n'ai pas à respecter ça. Je vais dire, non, c'est faux. Ça manque de respect de dire ça. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que dans ce livre-là, c'est pas un hasard que j'ai mis en exergue une phrase que j'aime énormément, qui résume tout le livre, OK? Qui est de Ernest Renan. Oui. Qui est écrit en Cité 2 fois, d'ailleurs. Oui, exactement. Et là, quand les réviseurs ont dit, ah, Gingras, ça fait 2 fois que tu le dis. Il dit, oui, je le sais. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. On reste ça là. Et donc, qu'est-ce qu'Ernest Renan écrit en 1848 dans le livre L'avenir de la science, qui est très beau à lire, qui est en livre de poche? Il dit, la critique ne connaît pas le respect. Pour elle, il n'y a ni prestige, ni mystère. Elle rompt tous les charmes, elle dérange tous les voiles. Cette irrévérencieuse puissance, portant sur toute chose un œil ferme et scrutateur, est par essence même coupable de lèse-majesté divine et humaine. Tout est dit dans ça. Ça veut dire que tu dis de quoi, l'esprit critique va dire c'est-tu fondé, puis là, on argumente. Donc, c'est fondé sur une théorie de l'argumentation. On échange, on n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, je ne demande pas aux gens d'être d'accord avec moi. Mais s'ils ne sont pas d'accord, je dis, as-tu un argument? Alors que souvent, les gens qui sont contre votre résultat vont chercher le pouls. Ouais, mais tu n'as pas mesuré ça. J'ai un échantillon représentatif, les données sont représentatives. Ils ont des différences significatives. Ça ne fait pas votre affaire qu'on trouve qu'il y a des différences selon les religions. Moi, je ne suis pas anti-religieux, mais j'étudie les différences en science entre les religions. Mais il y en a. Vous faites bien de rappeler que dans les années 60-70, il y avait des révolutions un peu partout, les marxistes étaient très présents. Ça existait donc déjà l'idée de faire de l'activisme en faisant de la recherche en sciences sociales. Là, je note quand même qu'aujourd'hui, il y a de la recherche en sciences physiques, naturelles, plutôt qui est teintée par le wokisme, mais on va y venir. Donc, c'est bien de le rappeler. Ça ne fait pas depuis hier que ça existe. Par contre, est-ce que c'est vrai si j'affirme que il y a 60 ans, des gens qui se levaient dans un séminaire pour quitter la pièce parce qu'ils étaient heurtés par un propos, il y en avait moins. Moi j'ai vécu ça là, comme étudiant. J'ai levé la main des fois pour rappeler un fait en histoire et on me disait de me taire parce que il y avait quelqu'un qui pouvait être heurté dans la classe. Mais on est en train de discuter de science. Là. Ça, c'est nouveau. Ça, il n'y a aucun doute. C'est cette sensibilité d'une génération. D'ailleurs, les travaux de Haid aux États-Unis, qui a un livre qui s'appelle « The Coddling of the American Mind », qui est un clin d'œil, d'ailleurs, à un autre livre des années 80 sur le... J'ai oublié le titre. Mais « The Coddling of the American Mind » dit, c'est un psychologue, c'est assez intéressant, que la génération, en gros, de 95... Hein? Et c'est ce qu'on appelle, au fond, les gens qui sont un peu hypersensibles, qui se sentent heurtés sur tout, d'où l'idée de respect. C'est la même chose. Ce que je viens de lire, c'est justement, ça vise cette génération-là,
qui dit, ah ben moi, je respecte ça. Puis ça amène une forme de relativisme. Ouais. Ah ben toi, tu penses ça, mais lui, il dit qu'on n'est peut-être pas allé sur la Lune. Fait que finalement... Ça, j'ai vu du monde dire ça. Là. Comment on n'est peut-être pas allé sur la Lune? C'est des conneries, ça. Là. La Terre est peut-être plate, on arrête, là. Il y a des limites. Ah, mais non, mais il y a plus de monde qui croit ça. Oui, mais qu'est-ce que je vous dis? Ils ont des problèmes, là, parce que Respecte mon point de vue. c'est absurde, c'est ça. Respecte mon point Donc, de vue. maintenant, cet individualisme-là, ah, moi, je ne veux pas entendre ça, puis c'est pas correct. Je dis, non, mais l'exemple que je prends pour leur dire, j'ai écouté, là, si vous dites que vous voulez être chirurgien, mais que vous n'aimez pas le sang, bien, vous n'êtes pas chirurgien, là, vous abandonnez vos cours. OK? Donc, la biologie, si vous dites, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans une... Ah, mais là, vous dites qu'il y a des hormones mâles, puis des hormones femelles, puis l'estrogène. Oui, effectivement. Si t'es un gars, t'as des hormones mâles, hein? Ça s'appelle des... Il y a des progestérone, puis des estrogènes, puis c'est ça qui fait les différences, qui fait que tu vois plus de barbe ou non. C'est purement biologique. Mais ça vient d'où, ça, ce phénomène-là, si vous avez la réponse? Parce que vous avez parlé de 95. Ouais. Là, c'est pas Cette une génération-là. explication suffisante, monsieur Non. le professeur. Mais ça, c'est pas ma job de faire ça. C'est plutôt ouais. les psychologues sociaux qui essaient de comprendre cette sensibilité-là. Par exemple, on a parlé des parents hélicoptères. Bon, les parents, selon ces travaux-là, les parents ont moins d'enfants, sont cuddling, on les traite. Ah oui, il faut faire attention. Ils demandent aux profs pourquoi vous lui avez donné des mauvaises notes. Ça, c'est les jeunes, OK? C'est des gens en psychologie sociale qui étudient ça. Moi, j'étudie pas ça. Mais moi, je vais au niveau macro. Ouais. Et on a des statistiques là, sur ça qui montrent que les croyances de la génération de ceux qui ont entre 17 et 30 sont pas les mêmes que ceux pour les mêmes types de questions entre, disons, 45 et 65, où on a plus de dire, oui, je peux remettre en cause ce que le médecin dit parce que je suis éduqué. Je suis allé sur Internet, puis j'ai vu des choses. Donc, c'est vraiment la mise de l'avant du moi. Et donc, de dire, ben moi aussi, j'ai le droit de croire ça. Au lieu de dire, oui, mais sur quelle base? Donc, ce qui manque, c'est l'esprit critique et la réflexion des conséquences de ce qu'on dit. Moi, je défends toujours l'idée que ce qui manque, c'est de dire, tu dois dire ça, mais quelles sont les conséquences? Est-ce que tu acceptes les conséquences? Bien, si tu n'acceptes pas les conséquences, tu dois changer ton postulat. Ben oui. Okay. Est-ce que vous connaissez Stéphane Kelly, qui est un professeur de sociologie au Cégep de Saint-Jérôme, qui a écrit La Société thérapeutique? Petite loterie, c'était son premier livre. Oui, exactement, un livre qui a marqué la pensée historienne au Québec, mais il a écrit un livre tout récemment qui s'appelle La Société thérapeutique, dans lequel il avance des thèses qui existent déjà, mais je pense qu'il va un peu plus loin. Il dit une société vieillissante fait en sorte qu'on traite nos enfants comme des vieux, parce qu'on est entouré de vieux. Donc, nos enfants sont des vieux, donc on les surprotège, on s'en occupe comme on s'occuperait d'une personne fragile. Donc, forcément, ces enfants-là deviennent des adultes fragiles. Ouais. Donc, ça, c'est pas mon domaine, là. J'embarque pas dedans parce que moi, quand on a des théories générales, on traite les jeunes comme des vieux, bon, je sais pas. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai une déformation de physicien et j'ai importé en sciences sociales et en histoire des méthodes déjà typiques des physiciens. C'est comment tu mesures ça, comment tu as accès à cette affaire-là. Donc, les hypothèses de trop grande généralité, je comprends ce qui est suggéré, mais j'ai pas d'opinion là-dessus parce que c'est... Mais je défends peut-être mal son travail. Donc, non, mais moi, je le critique pas. Simplement, ce que j'observe, que tout le monde observe, OK, c'est qu'il y a un individualisme exacerbé. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus. Il y a et qui est couplé avec un relativisme. Le relativisme du respect des autres. Ce qui amène à la montée, et ça, c'est mon explication, d'une forme de néo-romantisme aussi. Donc, il y a des courants historiques qui se rencontrent et qui donnent des choses qui font que les gens sont plus sceptiques, sont moins capables d'affirmer des choses face à l'autre en réfléchissant aux conséquences de dire, mais si tu dis que la Terre est plate, j'ai rien contre, mais comment ça marche? Parce qu'il y a un gros complot, là, il y a des millions de personnes. Ben oui. Puis qu'on n'est pas allé sur la Lune, quand la fusée part, si elle ne va pas sur la Lune, elle va où? Ah oui, c'est complètement fou. Aussitôt un secret est difficile à garder entre trois personnes. Exactement. Imaginons des millions. Aussitôt qu'on développe, la force de mon explication, c'est que ça oblige les gens à décortiquer. Puis plus tu décortiques, plus là, ils voient, OK, là, ça ne marche pas. Ouais. C'est comme ça que c'est la meilleure approche, appelons-la argumentative, comme
Habermas vient de mourir. On peut rappeler qu'au fond, la force au moins de la théorie d'Habermas, c'est une théorie fondée sur une discussion dans un espace public d'arguments rationnels. Ouais. J'ai pensé à vous l'autre jour parce que, on a pris rendez-vous et il y a eu, vous parliez tantôt de la sortie de l'étude de la FAE, mais il y a eu autre chose aussi. Ça a été rapporté par Léa Carrier dans la presse. UQAR, à l'Université du Québec à Rimouski, le programme Oui. de baccalauréat en psychosociologie. Donc, on parle d'un bac qui, depuis des années, est dénoncé par la communauté scientifique, là. Pourquoi? Parce qu'il y a des cours donnés donc à des étudiants où on interpelle et on fait appel à écoutez, du chamanisme. Ouais. On demande aux étudiants et aux psychosociologues de demain là, de se mettre à genoux, de hurler, d'expier leur souffrance, de crier parce qu'ils ont souffert. Et là, on jette des pétales de rose sur leur tête. Moi, je lisais ça. Puis je me suis dit, c'est une farce, là. OK? Ouais. J'ai vérifié l'URL en haut. Non, c'est bien la presse. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous Je avez l'ai entendu? lu et la première chose qui m'est venue en tête, c'est que dans les années 80, si ma mémoire est bonne, il y a eu la même chose dans les cours à l'Université Laval pour les infirmières, ce qu'on appelle le balancement des chakras. Et là, c'est sorti dans les journaux, et donc il y a eu un scandale. Donc, mais ça, pour moi, ça ne fait que confirmer ma thèse sur la montée du néo-romantisme. On veut le retour à la nature. Hein? Les êtres humains peuvent se guérir eux-mêmes. On a les forces intérieures pour se guérir. Je m'excuse, mais on délire, là. OK? Mais ce néo-romantisme-là au Québec, et là, je touche des choses qui vont me faire envoyer des tomates, mais je pense que c'est important de les dire calmement, mais c'est vrai. Dans le cas particulier du Québec, On fera de la sauce. on utilise ça aussi pour quand on dit « Ah oui, les connaissances autochtones. Nous, les Autochtones, on est proche de la nature. On n'est pas au 17e siècle. Hein? Les jeunes Autochtones de nos jours sont élevés où? Ben, à côté de chez vous, probablement, et aussi à Chicoutimi. Ils ne sont pas dans un tipi dans la nature où ils sont proches des animaux puis du caribou. Donc, on a toute une mythologie qu'on retrouve aujourd'hui sur les Autochtones qui est en phase parfaite avec une forme de néo-romantisme. Et même dans la revue Nature, il y a eu ce néo-romantisme autochtone qui disait que la Lune est sacrée. Comment la Lune est sacrée? La Lune, c'est une roche, depuis que Galilée l'a dit. Puis on a décidé, les Américains ont décidé, puis les Chinois aussi, d'envoyer des fusées sur la Lune. Hein? Il n'y a rien de sacré là-dedans. Mais il y a des ingénieurs américains qui ont, parce qu'ils ont un prénom autochtone, on dit, ouais, mais là, la Lune, c'est sacré selon notre communauté. Ben, comment ta communauté, genre? Donc, le communautarisme a des effets aussi sur toutes sortes de choses et ça converge de façon bizarre parce que c'est des forces, c'est ce que j'appelle des séries causales indépendantes qui se rencontrent et qui donnent la conjoncture actuelle Ouais. qui correspond exactement à ça. Et les professeurs, quand même, il faut dire que si tu en as 10 000, un peu comme dans la société, tu as une minorité qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas vraiment une connaissance de la science et qui vont mélanger ce qu'on appelle des traditions ancestrales. Est-ce que parce qu'elle est ancestrale, elle est juste? Ça, c'est un argument très souvent utilisé. Écoutez, la science chinoise, c'est dur depuis des milliers d'années. Oui, so what? Quand on dit, par exemple, les connaissances traditionnelles, l'exemple que je prends toujours, c'est que dans le monde qu'on appelle occidental, non pas depuis, mais pendant environ 1500 ans au moins, la saignée était la méthode pour régler à peu près toutes les maladies. C'était une connaissance médecine traditionnelle. La saignée, c'est de la médecine traditionnelle. On s'est aperçu à peu près au 19e, peut-être, ou avant, que c'est absurde. La saignée ne guérit pas tout. On a arrêté. Donc, ce qui est traditionnel n'est pas nécessairement vrai, mais on argumente ça. OK? Puis c'est drôle parce que j'ai lu ce matin dans la revue Science, que je lis chaque semaine, qu'en Chine, où on parle toujours des méthodes de sciences traditionnelles, bien, le gouvernement vient d'imposer que les médecines traditionnelles chinoises, dont on nous vante les mérites ici, doivent être testées selon les méthodes scientifiques pour voir si effectivement telle injection, parce que c'est des injections dans le corps humain directement, c'est pas comme des pilules, c'est des injections, on demande que les injections, soi-disant traditionnelles,
soit mesurée selon des méthodes scientifiques. Alors qu'ici, on invoque la médecine traditionnelle chinoise. En Chine, l'État est très conscient que Ben oui. les molécules, c'est des molécules. Puis il n'y a pas de molécules chinoises, il y a des molécules. Point. Ils sont moins indulgents avec leurs propres traditions, leurs propres Ouais. méthodes ancestrales. Vous avez compris depuis le début, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup le pourquoi. Puis si vous n'avez pas les réponses, vous me le dites, puis c'est tout. Ben, c'est exactement ça qu'il faut. Et est-ce que, je vous lance une hypothèse, parce que là, ce que vous me décrivez là, c'est une sorte de désordre, là, quand même. Là. On est rendu à faire le tour, là. On revient sur nos pas. La saignée, c'est exactement ça, là. On pensait s'en être débarrassé, on avait trouvé mieux, mais là, on revient à ça, dans la valorisation, en tout cas, de certains savoirs. Vous avez dit le mot connaissance. Est-ce que ça se pourrait que... parce que c'est ça que je me demande à chaque fois que je vois le désordre. Je vois de la colère. Je vois des gens qui veulent changer l'ordre des choses. Est-ce que la science a déçu? Est-ce que c'est ça? Parce que je vois pas pourquoi on reviendrait sur nos pas. Est-ce qu'il y a eu un moment où on s'est dit, ah non, ils nous ont dit que c'était ça la vérité, c'est pas ça. Donc, on va essayer autre chose. Puis, même si on nous traite de tous les noms, ça s'explique parce que, voilà, ils se sont trompés. C'est compliqué parce qu'encore une fois, c'est des sous-groupes. Et moi, mon hypothèse qui est peut-être trop optimiste, c'est qu'on est dans des sous-groupes, mais qui aujourd'hui, parce que des réseaux sociaux, par exemple, si vous pensiez à la Terre plate dans les années 1970, il devait y avoir une couple d'illuminés en Australie, une autre couple peut-être au Québec, en France. Mais ils étaient isolés. Aujourd'hui, ils ont un site Internet, la Terre plate. Puis là, ils se retrouvent, hey, on est 10 000, on est 100 000, puis je suis pas tout seul. Puis il y a plein d'autres pseudo-maladies du genre où on dit, attention, là, je suis pas tout seul. La preuve, c'est que s'il y a 10 000 qui pensent comme moi, on a peut-être raison. Donc souvent, c'est une manque de pensée rationnelle, mais qui est amplifiée. C'est ce que j'appelle la meute. Ils sont une minorité, mais bruyante. Ils veulent imposer leur point de vue, alors que souvent, ils n'argumentent pas. Moi qui est toujours prêt à débattre avec n'importe qui, souvent les gens vont dire, ah ben non, on ne débattra pas, Pierre. J'ai accepté, moi, une vingtaine d'années, il y avait une mode, OK? C'était au Québec, il y avait des évangélistes qui se promenaient puis qui disaient que la Terre a 6 000 ans et que donc la science se trompe de dire que c'est la Terre a 4,5 milliards d'années. Il avait été interviewé à la radio et on m'avait demandé de faire des débats avec eux dans des bars. J'avais dit oui. Et la stratégie, moi, c'était pas de dire c'est des crétins, c'est des illuminés. C'était d'argumenter parce que leur phrase était, vous savez, la Terre est moins vieille que ce qu'on dit. C'était ça la phrase. Fait que là, moi, je dis, OK, la Terre est moins vieille que ce qu'on dit, OK. Est-ce que vous voulez dire qu'elle est 3,4 milliards d'années au lieu de 4,5? Parce que si c'est 3,4, c'est plus jeune que ce qu'on dit, parce qu'on dit 4,5. Mais si je vais vous le dire devant les gens, c'est que vous dites qu'elle est plus jeune que ce qu'on dit parce que vous ne voulez pas dire la Terre a 6 000 ans. Parce que si vous dites la Terre a 6 000 ans devant tout le monde, ils vont rire. Donc, soyez moins honnêtes. Dites la Terre a 6 000 ans. Puis expliquez-nous à ce moment-là les fossiles, ce qu'on trouve. Voyez-vous, donc il y a beaucoup de rhétorique argumentative, mais ces minorités actives-là sont actives, ce sont des minorités actives qui, pour diverses raisons, sont déçues, eux, de la science, puis de la science, quelle science? La médecine, c'est pas une science. La chimie, c'est une science. La biologie, c'est une science. La médecine, c'est l'art de guérir. Donc, c'est un combo de sciences. On dit, OK, on sait que les aspirines font effet, mais ici, on a des traitements qu'on essaye, qui marchent un peu. Comme moi, j'ai un problème d'arthrose, bien, je prends des pilules, mais ça fait 2 semaines, ça baisse tranquillement. Bon, c'est pas idéal, mais ça marche un peu mieux. Voyez-vous, donc il n'y a pas d'explication générale. Il y a des groupes qui montent. Ce qu'on observe, nous, dans nos universités, c'est des groupes activistes maintenant très, très autoritaires qui vont annuler des conférences de biologie sous prétexte que ça soit, disant, transphobe, par exemple. Comment? Ils ne sont pas transphobes, ils font juste expliquer la biologie humaine. Ah non, non. Donc, c'est ça le problème qu'on a depuis une dizaine d'années. C'est ceux qui veulent annuler des conférences parce qu'ils n'aiment pas entendre ça. Mais il y a des profs aussi, M. Gingras. Ah ben oui, je dis les étudiants, il y a des... Ben oui, évidemment. Parce que quand vous dites... Toujours. Je vous obstine pas, mais... Vous avez raison d'obstiner. Non, mais c'est même pas ce que je fais. C'est vrai pour les profs. Comme j'ai dit, si sur 10 000 profs, ceux qui défendent, et ça, je peux le dire, parce que ceux qui défendent un cours, comme c'est arrivé à une des profs, que, ah oui, mais ça, c'est important, et de connaître ça. Par exemple, tout le concept de connaissance expérientielle. Ben moi, j'ai un problème avec ça. C'est un sentiment. Une connaissance, ça doit être établi.
La fusion froide en physique, c'était pas une connaissance parce qu'il y a personne qui l'a reproduite. C'était une croyance. On croyait que ça marchait, mais ça marche pas. Fait que c'est pas une connaissance. Fait qu'une connaissance expérientielle, si ça veut simplement dire, ben moi, je sais les sentiments que je ressens. Oui, mais OK, c'est correct, mais c'est pas accessible, ça. Mais c'est parce que la raison pour laquelle je vous rappelle, mais vous le savez déjà, mais je le rappelle aux gens, que c'est aussi les profs qui sont derrière ce phénomène-là. C'est que, bon, la gang qui ont un blog où ils disent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, Ouais. et bon, ça a toujours existé. Puis pour moi, sans dire que c'est pas intéressant, Ça mange pas de pain, je suis d'accord. ben, c'est-à-dire que, bon, regardez, là, une chance qu'ils existent parce que ça prend de tout pour faire un monde. Mais les profs ont un impact et les professeurs enseignent. Et les professeurs sont parfois protégés par un syndicat, sont protégés par un recteur. L'exemple de l'UQAR est frappant parce que si c'est arrivé à l'UQAM, donc je rappelle, un genre de programme dans lequel il y a des cours où on demande aux étudiants de hurler au sol, bon, les prochains psychosociologues, si c'est arrivé à l'UQAM, on aurait pu dire, ben, le recteur n'était pas au courant. Là. Il y a quand même 1000 cours qui se donnent en même temps, Ouais. le mardi entre 18h et 21h. À l'UQAR, petit pavillon, petit campus, d'après moi, le mot s'était passé. Oui. Et je me pose encore la question, si ça existe, ça me semble être du nihilisme là, presque. Là. On a une époque presque parfaite, on a des moyens technologiques de fou, et on regarde ça en pleine face et on dit, on vous dit non à ça. On refuse cette façon-là, on refuse le progrès. Est-ce que c'est... Pourquoi? Pourquoi? Ben, moi, je pense que c'est lié essentiellement à une forme de relativisme. Encore une fois, on dit, oui, il y a les méthodes de la médecine traditionnelle, mais en psychologie, il faut aller dans les profondeurs humaines, puis toutes sortes d'affaires. Puis oui, peut-être telle affaire. On a fait le tour, donc Et moi, la critique que je ferais donc des dirigeants des universités, je n'aimerais pas à quel étage, parce que ça peut être le doyen, ça peut être le recteur, ultimement, c'est que eux, ils suivent un peu les coms. J'ai toujours dénoncé un peu que les universités sont menées par les coms. Hein, c'est toujours les gens des coms qui écrivent le petit scénario. Oui, on est conscient, on fait les opérations, on a eu des évaluations. Ils répondent pas. Hein, ils vont dire, on a eu évalué le programme. C'est pas ça qu'on t'a dit. On dit, c'est correct, ça? Surtout qu'il y a eu de plainte des étudiants. Puis elle, la directrice, dit, ouais, mes étudiants, là, ils font rien que payer des frais de scolarité. ils se trompent, puis ils sont pas ouverts d'esprit. Ah oui. Mais c'est parce qu'ils ont peur, la direction, d'affirmer une certaine chose. Je vais vous donner un autre exemple qui va déplaire. Je pense que c'est j'ai oublié une université, mais de mémoire, c'est une des universités du Québec, probablement soit Chicoutimi, mais je pense plutôt que c'est Abitibi-Témiscamingue, où la direction avait dit la phrase suivante. On va incorporer dans tous les programmes, le mot-clé c'est tous les programmes, une vision autochtone. Fait que là, je dis, attends un peu, là. Un cours de génie électrique, si vous formez des ingénieurs en génie électrique, c'est quoi ça? Un point de vue autochtone? Bien sûr, j'ai regardé ça et je n'ai pas vu le syndicat critiquer ça. Là, on va dire, Gingras, c'est un positiviste. C'est ça qu'on va dire. On va dire, non, je m'excuse, mais moi, je suis physicien. Okay? Je connais les équations de Maxwell. J'ai fait ma maîtrise des équations de Maxwell. En génie électrique, c'est la base. Il est où le cours? On va parler. C'est-tu parce qu'on est en Abitibi? Oui, effectivement, il y a des Premières Nations, il n'y a aucun problème. De quoi on parle, là? OK? Et dans mon livre que j'ai fait avant, en 2016, qui s'appelait L'impossible dialogue, science et religion, j'ai tout un chapitre qui montre les dangers d'une vision néo-romantique qui mène de dire, ben nous, les Autochtones, le cancer, on a des techniques. Ben c'est de valeur, mais la petite fille est morte du cancer parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait d'opération de chimiothérapie au nom de la science occidentale. C'est pour ça que j'ai une section qui dit que ça n'existe pas, la science occidentale. Là. Il existe la science. C'est pour ça que les Chinois, aujourd'hui, vont sur la Lune, non pas avec le yin et le yang, ils vont sur la Lune avec les lois de Newton. Hein? C'est pas le yin et le yang, là. Oublie ça. Êtes-vous... Est-ce que vous êtes un peu tout seul à l'université de même? Moi, j'en ai pas côtoyé beaucoup, là, des professeurs qui avaient un franc-parler comme le vôtre. Puis, Non, quand vous êtes arrivé tantôt, M. Gingras, il n'y en a pas beaucoup. on a parlé 10 minutes là, avant que vous vous assoyiez. Puis, vous en aviez des affaires à dire. Puis, je me suis dit, j'ai hâte de voir si ça va être le même bonhomme. Quand il va venir le temps de s'installer devant la caméra, je confirme aux auditeurs que c'est la même personne. C'est-tu l'âge? C'est-tu... Non, moi, j'ai toujours... bon, je ne suis pas dans l'enquête là-dessus, mais
j'ai toujours dit très clairement ce que je pense à tous les niveaux. Ça déplaît, je le sais, mais c'est correct, ça. Les gens ne sont pas contents, mais je vous avez un argument? Si vous n'en avez pas, moi, il faut dire les choses carrées. Encore là, c'est des faits, c'est un fait. Et on peut même faire une théorie que c'est plate, parce que vous avez vu, on a parlé de sociologie un peu. Mais ce que les gens oublient, c'est que si, comme physicien, vous dites les électrons dans le champ magnétique s'en vont en ligne droite sur l'écran, les électrons ne diront pas « Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, j'ai ma liberté d'électrons. » Le problème, c'est que si je vous fais une théorie comment expliquer que les hauts dirigeants disent pas des choses claires comme moi? Bien, c'est parce que si tu veux monter comme haut dirigeant, puis tu as des ennemis, bien, tu ne seras pas haut dirigeant. Donc, tu sers des mains à tout le monde. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Ah oui, c'est bon, ça. Non, c'est absurde. Ah ben là, je viens d'avoir 2 ennemis. J'ai expérimenté ça, moi, il y a 20 ans, je veux le dire. Je me suis présenté à l'UQAM. On est élu par les profs. Je me suis présenté au conseil d'administration de l'UQAM. La première fois que je l'ai fait, là, 20-25 ans, le syndicat ne voulait pas me voir là. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé quelqu'un d'autre. Il a fait une cabale. Moi, j'en ai pas fait. J'ai juste dit aux gens, moi, je vais défendre la liberté économique. Je vais défendre les notions d'université. Puis je savais que je serais battu. Mais je suis allé. Évidemment, on m'a battu. J'ai vu des gens arriver. Ah, j'ai fait longtemps, je t'ai pas vu, toi. Hein, évidemment, ils ne venaient pas à ces réunions-là. Mais là, pour battre Gingras, ils sont venus. Donc, j'ai été battu. Pourquoi? Parce que j'avais des ennemis. 10 ans après, le syndicat avait changé. Ils sont venus me voir et dit « Yves, on voudrait que tu ailles au conseil d'administration. » J'ai dit « OK, ben oui, je me présente. » Bien sûr, j'ai été élu. Donc, j'ai fait 2 mandats au conseil d'administration. Puis, je peux vous assurer que quand j'étais au conseil d'administration, je défendais la vision de l'université. Parfois, ça confirmait ce que le syndicat pensait, mais parfois, c'était contre le syndicat. Le syndicat ne me représente pas. Moi, je représente les professeurs, pas le syndicat. Donc, dans certains cas, il n'était pas content parce que je défendais des choses. Donc, oui, j'ai toujours dit la même chose. Et que ça déplaise ou non, c'est pas grave. Parce que le prof d'université, qui est permanent, il y a, à mon avis, une forme de devoir que utiliser cette permanence-là, qui peut me mettre dehors, moi? À moins que je viole une étudiante, là, ça n'arrivera pas. OK? Puis, il y a une vingtaine d'années aussi, j'avais eu une entrevue dans la presse. Il y avait un gros débat sur les finances des universités, puis je disais, je m'en souviens, les universités crient au loup pour avoir de l'argent. Et là, mon recteur de l'époque, je vous le dis, m'appelle. Ah, il dit, hey, tu sais, j'ai vu une réunion avec des recteurs, là, puis ils m'ont dit, écoute, tu sais, Fater Gingras, là, tu sais, ils nous critiquent. Je dis, ah oui? J'ai dit, écoute, tu vas leur dire la chose suivante. S'ils veulent me parler, ils m'appellent moi. Ils ne passent pas par toi. Puis 2, dis-leur que dimanche prochain aux Années-Lumière, parce que moi, j'ai une chronique aux Années-Lumière depuis 1996, donc j'en avais une à l'époque de cette petite pression-là. J'ai dit, dis-leur que dimanche aux Années-Lumière, je vais redire la même chose. C'est compris? Parfait. Merci. Bye. Ça, c'est mon recteur. Mais moi, je suis permanent. Qu'est-ce qu'il fasse avec moi? Rien. Parce que c'est moi qui avais raison. J'avais les données sur les investissements, les données sur les publications, les données sur l'impact scientifique. J'ai écouté les arguments des recteurs sur le plan économique, souvent, sont mal construits parce qu'ils parlent des inputs et non pas des outputs. Or, l'efficience, c'est le ratio input-output. Donc, si vous dites votre université... nous, on a, disons, 10 000 de moins par étudiant ou 5 que Vancouver, bien, c'est un input. C'est peut-être qu'ils sont moins efficaces. Est-ce que nos diplômes sont moins bons? OK. Comment tu mesures ça? Es-tu en train de dire que tes diplômes sont moins bons? Donc, les recteurs, il y a 20 ans, disaient « Ouais, mais la qualité va baisser si on ne réinvestit pas. » Oui, c'est peut-être vrai. Mais 10 ans après, vous répétez la même chose. Êtes-vous en train de dire que la qualité de vos diplômes va baisser? Bien sûr, personne n'a dit oui. Non, mais là, c'est les lignes de com à ce moment-là. Voilà, c'est les lignes de com. Donc, oui, je pense que plus de profs, c'est ce que je leur dis à un certain nombre qui me disent en privé, « Ah oui, Gingras, tu as été courageux de parler. » Je dis, « Pourquoi toi, tu n'as pas parlé? As-tu peur? C'est permanent. Il ne peut rien t'arriver. » OK. Là, je suis content. Parce que ça, c'est une obsession chez moi. Je pense que les gens commencent à être tannés que j'en parle. C'est la dernière fois, peut-être. Ce que vous venez de décrire, là, avoir sa permanence, donc ne pas courir à peu près aucun risque, à moins de commettre l'irréparable, ça, normalement, c'est ce que l'on poursuit comme objectif dans la vie. Et à ce moment-là, on s'est promis toute notre vie avant qu'on va parler, on va se tenir debout. Il n'y a plus rien qui peut nous arriver. Ouais. Moi, ce qui m'échappe,
Donc, c'est pourquoi, rendu là, il y en a quand même qui plient les chines. Oui, et là, j'ai pas vraiment l'explication à ça, parce que moi, ça me déprime un peu, parce que, bon, je donnerai pas de nom, mais je pense que, et je l'ai dit souvent, il y a beaucoup de profs qui sont lâches. Parce qu'en même temps, tu veux pas te faire d'ennemis, tu sais, tu veux pas que... Tu sais, les gens aiment être aimés. Puis je dirais, c'est ça encore plus vrai dans le milieu universitaire. Parce que le milieu universitaire ne fonctionne pas au capital économique. Comme je dis, si tu voulais être riche, là, tu voles une banque ou tu deviens investisseur ou tu investis dans l'immobilier, c'est pas compliqué, puis tu vas faire de l'argent. Donc, quand tu es prof, tu vis pas sur ça. Tu vis sur le capital symbolique, sur la reconnaissance. C'est pour ça que les gens veulent des prix, puis hey, j'ai eu tel prix, hey, tu as publié dans Nature. Ton article dans Nature, c'est de la merde pareil. Là. C'est pas parce que c'est de Nature que c'est bon. Tu sais, j'ai vu des conneries dans Nature. Il n'y Ben, a aucun problème. vous citez constamment ça. Exactement. Bon. Mais ils marchent au symbolique. Donc, ils veulent pas se faire d'ennemis. Donc, il y a un côté, ça c'est, j'ai pas fait d'enquête là-dessus, mais il y a un côté type de personnalité. OK? Parce que moi, je vois une universitaire d'un fois, je vais me faire, je vais dire, vous êtes une bande de lâches, là, il faut que ça arrête. Ouais, mais là, tu sais, j'ai rien dit. Puis, pourquoi t'as rien dit? Hein? Donc, c'est vrai que ça prend un tempérament. Oui, mais vous OK? savez qu'en ce moment, la raison pour laquelle j'insiste sur ce sujet-là, puis je m'explique à ceux qui sont tannés que j'en parle, c'est que c'est même pas, c'est même pas du commérage. C'est que moi, je pars du principe que c'est l'une des jobs les plus importantes au monde, professeur Je suis d'université. d'accord. Non seulement c'est prestigieux, j'ai un respect énorme pour ceux qui ont un doctorat, sont allés jusqu'au bout, se sont butés à des refus en passant des entrevues. À un moment donné, ils sont rentrés là. Et là, le temps a filé, puis c'est une job importante. Et c'est pour ça que je veux comprendre pourquoi, pour beaucoup de gens, ça s'est effondré, leur façon de l'incarner, ce travail-là. Mais ça a toujours été une minorité qui est, donc, qui est active aussi. Par exemple, quand on dit les profs peuvent intervenir dans les médias, c'est encore une minorité qui intervient. Mais effectivement, c'est une ultra-minorité qui va contre le courant, hein, qui va dire, hey, le roi est nu. Tu vois? C'est une minorité. Bon, Oui, non, je comprends, mais je veux dire, tantôt on parlait d'une minorité de professeurs qui tu sais, ne croient plus à la science et qui font mal paraître parfois un département. Ensuite, vous me dites qu'il y a une minorité de gens qui sont comme un peu comme vous. Et là, il reste la majorité. silencieuse, c'est vrai. La majorité silencieuse est vraie pas uniquement dans la société, elle est vraie dans tous les sous-unités de la société. Ouais, Elle est vraie dans les... Exemple, là, on est ici, là, et dans la semaine prochaine, donc la semaine du 23 mars, à l'UQAM, il y a une grève. Et là, je disais à mes étudiants dans mon cours, écoutez, là, 60 personnes peuvent décider, 60, c'est le quorum, une grève générale d'une faculté qui en a au moins 10 000. C'est une farce, parce que la majorité est silencieuse, probablement, mais elle n'ira pas d'une assemblée syndicale. Mais pourquoi on n'impose pas, j'ai écrit ça dans le Devoir, moi, probablement, il y a 15 ans, ça s'appelait la démocratie syndicale à l'heure d'Internet, où je disais, moi, je vote pour mon recteur, là, par le téléphone. Donc, ça veut dire que même si je suis en sabbatique, même si je suis en Europe, je peux prendre le téléphone la journée qui est dans bonne, votre lit. voter pour le recteur, pour le vice-recteur. J'ai dit, comment se fait-il que tous les votes des syndicats pour des choses aussi graves qu'une grève, je pourrais voter pour par Internet? Ça ne veut pas dire que je vais voter contre. Mais ça veut dire que je vais avoir la capacité de voter et non pas d'aller à une assemblée d'étudiants où la majorité qu'on rencontre, ils ne voulaient pas la grève. Je leur ai dit, mais t'es pas allé à la réunion? Ah, mais non, je ne suis pas allé à la réunion. Pourquoi? Parce que ceux qui vont à la réunion, ça dure 4 heures, puis après ça, ils s'en vont. Puis là, il reste une minorité. Ils disent, OK, on est 40, on vote. C'est connu depuis toujours, c'est connu. Voyez-vous? Donc, la majorité silencieuse... Ce n'est qu'une rumeur. La majorité silencieuse est vraie à l'université aussi, elle est vraie chez les professeurs aussi, Ouais, elle est vraie partout. Mais je vous répliquerai alors que dans un poste de police, il n'y a pas une majorité de lâches parce que le travail commande une posture qui est celle d'un policier. Et je compare ça à professeurs. Les professeurs doivent tous être des Galilées. Ils doivent tous défendre la science, particulièrement ceux qui ont les mains là-dedans, qui sont véritablement, qui sont en vrai contact avec la science. Et c'est pour ça que je trouve que je ne peux pas leur pardonner. Je ne peux pas me dire, ben, c'est le reflet de la société. Ben non, c'est des gens exceptionnels, Mais là, vous confondez extraordinaires. deux choses.
quand vous dites le cas de Gallet, ça veut dire qu'eux, ils se disent, moi, je fais ma recherche tranquille dans mon coin, mais je n'interviens pas publiquement pour avoir une meute contre moi. C'est là qu'est la lâcheté. Parce qu'ils publient leurs travaux. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs de dire, hey, ton travail est génial. C'est important. Fais un 600 mots pour le devoir pour que les gens lisent ça. Oh non, là. Tu sais? OK. Donc, ils font leur travail, ils font de la recherche. Mais ils ne s'impliquent pas nécessairement pour dire, hey, attends un peu, là, ce que vous dites, ça va contre nos travaux à nous, là. Parce que là, tu vas avoir des ennemis. Moi, j'ai encore un email en Belgique là, qui m'attaque. Bon, OK, moi, je m'en fous qu'il m'attaque. Parce qu'il n'aime pas les résultats. Ouais, tes statistiques, ta corrélation. J'ai give me a break, là. C'est des statistiques standards. Puis, par exemple, il y a un travail il y a un autre travail d'un de mes collègues qui vient de faire paraître dans la conversation, Guillaume Dufour, sur un échantillon représentatif. Voyez-vous, il trouve à peu près les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que c'était prévisible. On les connaît, les résultats. Mais ceux qui disent, ouais, mais ça va servir la droite. Donc, il ne faut pas dire, comme je dis toujours, je répète la phrase apocryphe de Sartre, il ne faut pas décourager, il ne faut pas désespérer Bilancourt. On dit, bien là, si tu dis ça, ça va faire le jeu de la droite. Il ne faut pas dire ça parce que ça va faire le jeu de Trump. Non, il faut dire ça parce que c'est la vérité. Puis si Trump s'en sert mal, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, tu m'as empêché de dire la vérité sur les différences entre les religions parce que ça va être perçu par un comme une islamophobie ou de la christianophobie ou de la religiophobie. C'est un gros mot à la mode. D'ailleurs, je parle aujourd'hui de phobophilie. On a peur d'être coupable par association. Hein? On en Exactement. parlait tantôt. Si vous voulez, on n'en parle pas, là, mais on parlait de Trump. Puis, voulez-vous qu'on en parle? On peut parler de n'importe quoi. Mais Merveilleux. Donc, on parlait de Trump. Puis, c'est pas une question d'être pour ou contre Trump. Là. C'est justement ça le sujet dont on parlait. C'est on s'empêche de réfléchir parce qu'il y a un méchant et ce méchant-là, qui est peut-être bête, est forcément devant plein de gens qui, en arrière de lui, ont été bêtes, eux autres aussi, parce qu'il n'y a que des bêtes pour engendrer un bête. Et on passe à côté de toute une tradition peut-être intellectuelle qu'on regarde de haut, en fait, qu'on n'oserait même pas appeler intellectuelle ni tradition. Et ça nous donne rien parce que si par exemple, on prend la posture d'un activiste et qu'on veut vaincre Trump, on réussira jamais sans le comprendre. Exactement. Donc, le problème, c'est que les gens refusent de comprendre et refusent d'expliquer. On revient à Manuel Valls qui disait « Je suis tanné des sociologues qui justifient. » On ne justifie rien, on explique. D'ailleurs, j'ai une chronique que j'ai terminée ce matin et que j'ai envoyée, qui va paraître en juin pour La Science, qui explique que toute l'hystérie aux États-Unis qui est venue jusqu'au Canada pour dire « Hey, Trump veut couper 40% des budgets de la recherche. » Ce qui était effectivement du délire. Mais j'ai dit, moi, je vous prédis d'avance, donc c'est en octobre, en novembre, je vous prédis que ça n'arrivera pas, ça. Fait qu'arrêtez de vous exciter que Trump veut couper 40. Pourquoi? Puis c'est très simple. C'est pas Trump qui définit le budget aux États-Unis. C'est le Congrès et le Sénat. Donc j'explique en 2 pages comment ça marche, le budget. Il y a 12 comités, etc. Et que depuis 1980, donc depuis 40 ans, 45 ans, c'est toujours la même affaire. Un demande de couper, le Sénat puis le Congrès disent on ne coupe pas. Pourquoi vous pensez que le Congrès refuse de couper Trump? C'est très simple. C'est que Trump, lui, est au-dessus. Le Congrès, c'est des élus. Donc, la NASA est dans tous les États américains. Fait que si tu coupes le budget de NASA, tu viens de créer du chômage dans mon État. Fait que je vais voter contre. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, on va attendre. Je vais faire une prédiction. On a attendu, mais la prédiction, maintenant, s'est avérée. Le budget est adapté. Il n'y a pas eu de coupure à la NIH. Il y a même eu une petite augmentation. Hein? Il n'y en a pas eu de coupure. Il a voulu couper de 30% le budget de Food and Agriculture, donc sur le... Et il voulait le couper de 38%. La coupure finale, après le budget, 0% de coupure. Donc, voyez-vous, arrêtez de vous fixer sur Trump et demandez-vous, la mécanique du budget américain, c'est-tu plausible que Trump coupe? En même temps, on peut comprendre les gens de réagir lorsque quelqu'un annonce qu'il va faire quelque chose. Ouais. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant que c'est pas lui qui peut agir. Ils peuvent être contre la décision qui est annoncée, mais c'est pas inutile que de s'intéresser à la mécanique d'une décision pareille pour ensuite apprendre, parce que c'est bien apprendre, hein? Et c'est peu important. importe à quel âge on a, d'apprendre, par exemple, que c'est pas lui qui va pouvoir agir comme ça. Mais Trump, moi, je compare ça un peu à une sorte d'éclipse. C'est-à-dire que là,
on regarde, en fait, il ne faut pas regarder. C'est ça. Mais on s'empêche de réfléchir. Il n'y a que ça. Tout le monde ne pense qu'à ça. Et pendant ce temps-là, il y a plein d'autres choses qui se passent Puis autour de nous. le paradoxe que j'ai expliqué aussi dans l'article, c'est que le pouvoir de Trump aux États-Unis, en termes de pouvoir d'un président, il est moins grand que le pouvoir du premier ministre canadien et du président de la France, qui, eux, ont des pouvoirs en termes beaucoup plus absolus que Trump. Ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est une question de style. Mais il faut aller derrière le style pour analyser les mécanismes. Puis là, les gens me répondaient, oui, mais il a quand même coupé là, il a quand même empêché des mots. Je dis, oui, mais là, on change de propos, là. Voyez-vous, c'est comme ils veulent qu'on critique. C'est comme si moi, je défendais Trump. Je ne défends pas Trump. Je vous explique qu'ici, vous ne comprenez pas comment ça marche. Cela dit, c'est évident que Trump n'aime pas la recherche qu'il n'aime pas. Mais c'est au Canada aussi. Au Canada, c'est l'inverse. C'est dire que si tu nous dis pas que tu es EDI, tu n'auras pas de subvention. Ben, j'ai dit, c'est juste la politique inverse des États-Unis. C'est exactement la politique inverse. Les États-Unis disent, tu n'auras pas d'argent si tu es EDI. Le Canada dit, tu n'auras pas d'argent si tu n'es pas EDI. Il y a eu des exemples de ça, de chimistes à McGill. J'invente pas ça. Là, vous dites, Gingras, tu es contre EDI. Je dis, comment je suis contre EDI? Je vous explique que c'est une idéologie. Fait que, je m'excuse, mais c'est une idéologie. C'est ça. Pour un scientifique, c'est quand même pas obligé de sauter là-dedans à pieds joints. Là, exactement. Lui, il est là pour faire de la chimie. Oui, voilà. Il y a beaucoup de textes sur la COVID, hein, dans ce... Aussi, parce que c'est un révélateur de la dynamique de la science que les gens doivent comprendre. Parce qu'on dit, ah, il nous faut une explication. Bien, la science, la recherche, c'est pas la science. La recherche, on ne sait pas. Donc, ça peut être long. Ça peut être 2 ans, ça peut être 6 mois, ça peut être 10 ans. Par exemple, en physique, il y a eu des débats, ce qu'on appelle les neutrinos. Il a fallu qu'on construise à Sudbury, en Ontario, ce qu'on appelle le Sudbury Neutrino Observatory, un observatoire de neutrinos. Donc, on l'a construit, ça a coûté des centaines de millions, ça a pris au moins 10 ans, pour régler un problème scientifique sur lequel on se chicanait depuis 15 ans. Donc, dans le cas du COVID, au début, on s'est dit, ah, mais ça, c'est un virus qui ressemble à l'autre. Finalement, on s'est trompé, il ne ressemblait pas à l'autre, il était beaucoup plus différent. On s'est dit, oh, mais trouver une solution, trouver une solution. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de controverses scientifiques. Donc, j'ai donné beaucoup d'importance aux controverses scientifiques pour que les gens comprennent que la recherche, bien, c'est soumis à des controverses parce que, justement, on veut des arguments robustes. On va être sûr que ce que tu dis est vrai, donc l'autre a un contre-argument. Donc, il y en a qui ont dit, ah, il y a un déclin de la confiance en science. C'est faux, ça. C'est faux. C'est faux. Ça fait 40 ans que c'est constant. Faites tous les sondages. Il y en a eu au Québec encore en 2024. J'avais prédit, j'avais dit au scientifique en chef, fais un sondage, je vais te dire le résultat. Pourquoi? Parce qu'on le sait, en Europe, aux États-Unis, la profession la plus reconnue, c'est les médecins et les scientifiques. La moins reconnue, les élus et les journalistes. C'est pas que je dis que c'est bon, c'est constant. Donc, c'est comme si tu dis, ouais, mais c'est à 85, puis là, ça a baissé à 80. Ouais, un peu, là. Les gens ont raison parce qu'aussi, il y a des questions de mots là-dedans. Ben oui. Si on dit la science, ben, qui est contre la science? Ça veut rien dire. Si on dit les scientifiques, ah bon, les scientifiques, est-ce que c'est ceux qui travaillent pour l'industrie? Bien là, les gens ont raison de se poser des questions parce que toi, tu vas défendre l'industrie. Donc, les questionnaires, il faut analyser la question avant de répéter. Puis ça, c'est la critique que je fais aux journalistes des fois. Ils prennent des résultats puis ils les répètent. Au lieu d'aller voir le questionnaire pour dire aux chercheurs, bien, ta question est biaisée, donc c'est no surprise que tu as eu tel type de résultat. Mais c'est vrai que je viens de penser à ça, là, puis prenons la COVID. Ceux qui en ont mangé une claque là, à la suite de ça, et tout au long de ça, c'est plus les journalistes qui rapportaient les événements, les mesures, qui rencontraient des experts. C'est plus eux que les scientifiques qui ont travaillé sur un vaccin. Aujourd'hui, j'entends personne me dire, moi, je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un qui travaille dans le domaine des vaccins. J'en entends pas beaucoup, là. J'entends plus des gens me dire, moi, les journalistes qui me disent que ça marche, alors que ça a été fait rapidement, eux autres, je fais attention maintenant. Ouais. Puis, ce qu'on appelle j'ai un texte en un qui s'appelle, c'est un jeu de mots aussi en français, c'est comment distinguer un expert. Bon, j'ai interviewé un expert. Alors, j'ai un gars, c'est un expert en histoire des sciences, c'est un expert en physique. Puis, il dit, c'est quoi la différence entre un expert et un ex-père? On parle de l'élévation par les pairs, bien, il y a des ex-pairs. C'est des gens qui étaient des pairs, mais qui sont devenus un peu cinglés.
et qui maintenant disent n'importe quoi. Donc, il y a des physiciens qui sont mis à croire à la fusion froide, à la mémoire de l'eau, et ont des prix Nobel. Tu dis, oui, mais il y a eu le prix Nobel il y a 15 ans, puis là, il est devenu cinglé. C'est pas un expert. Donc, on a entendu à la télé pendant le COVID toutes sortes de gens présentés comme experts. Et on voyait bien qu'entre eux, il y avait des contradictions. Je nommerai pas de cas, mais il y a des gens que j'appelle les peureux qui disaient « Ah ben là, avec la COVID, il faut tout fermer, il faut se cacher en dessous du lit parce que c'est dangereux. » Puis il y en avait d'autres qui disaient oh, « Calmons-nous, pas la fin du monde, il faut faire attention, mais bon, il ne faut pas devenir fou. Hein? » Donc, c'était deux experts qui étaient présentés comme experts. Mais il y en a un qui était à l'hôpital, c'était un vrai virologue, puis l'autre qui était plutôt distant par rapport à ça, puis qui n'était pas véritablement ce que j'appellerais un médecin virologue, etc., qui était plutôt quelqu'un qui s'intéresse à disons, aux aspects sociaux de la santé, etc., ce qui est très, très important à faire. Oui. Mais quel regard vous portiez à l'époque générale là, sur comment on discutait de science et parler d'experts, là, il y avait jamais vu et entendu autant d'experts, des experts en ci, des experts en ça. Il y a des experts en sommeil qui venaient nous expliquer que c'était normal de perdre du sommeil, de faire de l'anxiété. Là, moi, j'étais débordé. C'est-à-dire que j'avais trop d'experts autour de moi, il manquait un peu de poètes. Mais est-ce que vous, l'historien des sciences, sociologue des sciences, vous posez un regard... sur le COVID, j'ai fait un texte, d'ailleurs, je pense qu'il est repris dans le livre, mais je ne me souviens pas si je l'ai repris ou non. Puis j'ai fait un texte dans le Devoir, à l'époque, un certain nombre de textes dans le contexte, là, dire, écoutez, on se calme un peu là, pour interpréter l'efficacité. Il vous publiait? Oui. Parce que, donc, il y en a qui n'étaient pas contents, mais je disais, écoutez, là, sur le plan scientifique, d'ailleurs, effectivement, j'ai pris le cas de l'efficacité des masques que j'ai repris dans ce livre-là pour montrer que, écoutez, là, quand il y a eu une controverse, c'est que souvent, c'est une controverse qui était fondée sur un faux débat. Parce qu'on dit, oui, l'efficacité des masques a été démontrée en laboratoire, puis tu te mets gros bon sens, tu te mets un masque, il va y avoir moins de crachats que ça. Non, c'est certain. Sauf que dans le laboratoire, tu as mis ton masque, tu es assis le corps droit, tu ne bouges pas. Dans le monde réel, tu as ton masque, tu te grattes, tu embarques dans le métro, tu fais ça. Il n'y a pas de contradiction de dire que le masque n'est pas efficace dans le monde réel, ou moins efficace, puis qui est efficace. Donc, les journalistes n'étaient pas assez fins, puis c'est normal, c'est pas leur job, mais moi, je pense qu'on peut apprendre les fondements de la science pour dire, est-ce qu'on compare ici deux choses qui sont les mêmes? Vraiment, est-ce que c'est la même chose, cette affaire-là, ou non? T'sais? Puis que... Et il y a une différence entre la théorie des vaccins en général. On sait que ça marche depuis le 18e siècle. Mais il peut arriver, c'est arrivé avec la grippe il y a quelques années, où la souche qu'on a prise, finalement, on s'est trompé, ou la souche qui est arrivée, c'est pas celle qu'on prévoyait, puis le vaccin qui a été donné n'a pas été efficace. C'est pas grave, ça. C'est pas ça va pas contre la théorie, ça dit juste que là, Satanas s'est trompé de souche. Donc, il faut... Le job est dans les détails, puis moi, je pense qu'il faut toujours rester calme. D'ailleurs, j'ai une blague à propos de ça. Un texte dont j'ai toujours voulu faire, mais je n'ai pas fait, donc je l'ai fait oralement. Moi, j'ai toujours voulu faire un texte, il y a une couple d'années, dans le Devoir, qui s'appelait « Pourquoi je ne suis pas inquiet ». Vous savez, si vous avez la moindrement lu ou entendu, le mot le plus répété depuis 10 ans, « Ah, je suis inquiet. Ah, ça m'inquiète que tu as fait. Je suis inquiet. » Ah, barnac. Si tout le monde est inquiet, ils vont développer du stress puis des ulcères d'estomac. Ben oui. Ben, dis-moi, moi, je suis pas inquiet. Ils font ça. Ben oui, c'est ça qui va arriver, mais c'est pas la fin du monde. La civilisation ne disparaîtra pas. Là. Il y a des réchauffements climatiques, on va s'adapter. Puis, comme les Australopithèques, ils sont adaptés un peu. Puis, les Néandertals aussi. T'sais, on se détend. On se calme. Puis, on dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ben là, dans une prochaine construction, peut-être qu'il faut que les tuyaux soient plus gros, parce que ça va être des trompes d'eau, même quantité dans l'année, mais des trompes d'eau. Fait que si les tuyaux sont gros de même, ça sort. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de l'asphalte partout, parce que sinon, l'eau ne rentrera pas dans... Mais il faut être rationnel et calme. Puis moi, à chaque fois, je vois, ah, ben là, je suis inquiet de la décision gouvernementale. Oui, mais là, pourquoi? Oui, parce que ça, là, on spécule. Peut-être que les extraterrestres vont arriver aussi. Ça. Donc, moi, je suis tanné d'entendre le mot. Ben, c'est parce que c'est contraire à la posture que vous adoptez de toute façon. C'est-à-dire que vous avez commencé en citant Renan tantôt. C'est pas, il faut pas respecter. Enfin, il faut être respectueux dans la vie. Là, exactement, c'est pas la même chose. C'est ça. Il faut être respectueux. On est respectueux l'un envers l'autre, mais
si on est en train de déterminer quelque chose, l'explication d'un phénomène, le respect, on peut le laisser juste, pas à l'extérieur de la pièce, mais juste à côté de la porte. Puis là, Exact. autour de la table, on va discuter autrement. Euh, je veux absolument vous entendre sur l'intelligence artificielle. Euh, pour moi, c'est un désastre. Je suis autour de moi, beaucoup de gens me disent j'exagère, me disent écoute, le monde va changer, mais on s'est déjà adapté à la voiture, à l'informatique, qui voudrait reculer. Est-ce que c'est une bête semblable, l'intelligence artificielle? OK. La première chose que je dois dire, c'est que moi, je n'utilise jamais ce terme-là autant que je peux. OK. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à parler d'intelligence artificielle, juste la faire nommer intelligence artificielle génère le côté qu'on sait c'est quoi l'intelligence. Puis on l'oppose à l'intelligence naturelle. Puis là, j'ai vu des gens que je nommerai pas commencent à spéculer que, ah oui, ça s'est rendu aussi intelligent que nous. Un d'entre eux, assez connu, j'avais dit, tu sais quoi l'intelligence, toi? T'es-tu psychologue d'intelligence? T'es-tu Piaget? C'est quoi l'intelligence? Un pigeon qui a un cerveau gros de même, il trouve son chemin assez vite, hein? Il brûle 2 milliwatts à peine. Nos soi-disant algorithmes intelligents, ils brûlent des kilowatts pour répondre à des questions stupides sur le web. OK? Donc, IA, à mon avis, ça veut dire intelligence apparente. Ça a l'air intelligent, puis quand tu grattes, tu dis, ben non, c'est un algorithme. Mais les algorithmes d'aujourd'hui sont plus efficaces. Pourquoi? Parce qu'on a des ordinateurs plus efficaces avec des cartes graphiques. Ça, c'est du génie électrique, hein, puis de l'état solide. Donc, c'est de l'infrastructure, c'est des matériaux. Et l'informatique, c'est les codes. Mais les codes, en 1960, ils roulent dans la graisse de bine parce que les ordinateurs ne sont pas assez gros. L'autre chose, c'est qu'on a de données numérisées. Donc, on peut développer ce qui est la grosse mode depuis 10 ans, l'apprentissage automatique. On dit, ben là, je monte 3 millions de chats à mon algorithme. Fait qu'en toute probabilité, il va reconnaître l'autre chat qui est là. Sauf qu'un enfant, là, il a vu 2 chats. C'est réglé. Il a 2 milliwatts, il a vu 2 chats, il dit, ça, c'est un chat. Donc, moi, l'intelligence, c'est un terme qui devrait être jamais utilisé. On devrait dire, les algorithmes d'aujourd'hui sont puissants, effectivement. Par exemple, pour la traduction, on a des milliards de mots dans des dizaines de langues. C'est pas compliqué à comprendre qu'il y a une grammaire dans toutes les langues. Et donc, la probabilité, quand tu as une série de mots, que tu peux prédire l'autre quand tu as 1 million de données, elle est élevée. Donc, la traduction, c'est très utile. C'est une technique. Hein? C'est comme on a commencé, non pas avec la traduction, mais avec les correcteurs. On s'est habitué à ça. On a le correcteur qui dit ah non, ici, c'est au pluriel. Là, clique là-dessus, tu vois le pluriel. C'est pas intelligent. C'est un algorithme qui dit que je connais la grammaire, je sais que c'est un il au pluriel là, puis ici, c'est au singulier, ça marche pas. Ça se fait vite parce que l'ordinateur aujourd'hui va vite. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est des techniques qu'il faut utiliser, bien sûr. Dans les médias, il y a toujours à chaque nouvelle technologie une frange qui délire et qui nous dit que ça va être la fin du monde. OK? Par contre, ça change les pratiques. Moi, comme prof, là, Ben oui. hein, avant, je donnais à chaque semaine, je dis, OK, vous m'écrivez une page sur qu'est-ce qu'un fait. La semaine prochaine, une femme sur qu'est-ce qu'une loi. Fait que quand ChatGPT est arrivé en novembre 22, je suis allé là, j'ai dit, qu'est-ce qu'un fait? Il a regardé sa réponse. J'ai dit, OK, ça y est, j'arrête ça. Qu'est-ce qu'une loi? Il a la réponse. Pourquoi? Parce qu'il est allé sur Wikipédia, il est allé partout, il sait c'est quoi une loi en science. Donc, je ne demanderai plus ça. Il dit, à ce temps, on va parler. C'est quoi une loi d'après toi? Parle. Donc, on revient, au fond, techniquement, à des vieilles approches. Tu t'assieds le cul là-dessus, tu m'écris pendant 1 heure, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien. C'est plate, mais... Donc, on peut trouver ça plate. Donc, oui, mais vous faites moi, partie... c'est encore une fois, on scanne toujours. Moi, j'utilise chat parce que ça peut m'être utile. C'est un gros Google. OK? Tu cherches telle affaire, puis là, il te le trouve. J'ai dit, hey, c'est quoi, là? J'ai tel problème d'arthrose, il y a le Vimovo, puis il y a tel autre. C'est quoi la différence? Je le sais, mais juste, je vais vérifier. Ben, il est allé dans les bases de données sur les médicaments. Il donne les propriétés. Ouais, ouais. Ça donne une idée. Mais vous, quand vous m'offrez cette réponse-là, vous m'offrez celle d'un prof qui est simplement retourné à une pratique dite ancienne, ancestrale. Ouais.
Mais malheureusement, la vie, c'est pas dans l'université. Là. Moi, je veux vous entendre sur l'impact Ah, dans la vie des citoyens que vous formez à l'université. Moi, autour de moi, je travaille dans un média d'information. Je me promène là, dans la salle de nouvelles, puis ChatGPT est ouvert un peu partout. Là. ben oui, c'est normal. Oui, c'est ben, normal. OK, C'est peut-être. inévitable. C'était inévitable. Donc, Ah, OK. mais il n'y a aucun doute. Mais je me demande, et je l'utilise moi aussi à l'occasion, c'est en train de me vaincre, ce truc-là. Et moi, je m'inquiète. Un autre inquiet. Ouais, je m'inquiète. T'inquiète de quoi? Ben, on va lire moins des livres. OK, bon. Non, mais attendez. Non, mais ça, oui, je suis d'accord. Et donc, On va lire moins des livres. Attendez, là, je vais vous rendre inquiet, moi la aussi. liste, go. Regardez, là, on va lire moins des livres. On va devenir plus paresseux. On va faire confiance. Parce que là, vous dites, je gratte, là, puis c'est stupide, cette affaire-là. Ouais, ben, il y a du monde qui gratte pas. Hein? Ça, Ouais. je peux vous le dire tout de suite. Donc, et alors qu'avant, il fallait qu'il gratte, parce que ça n'existait pas un truc, tu posais une question, puis il te donnait une réponse. Oui, c'est vrai. Donc, moi, ça m'inquiète. Mais Et moi, ça pour le coup, m'inquiète. je trouve que le mot est bien choisi. OK. Mais moi, ça ne m'inquiète pas alors que je sais tout ça. Parce que là, je dis, c'est déplorable. Mais ça ne m'inquiète pas. Parce que être inquiet, là, nécessairement, si on utilise le bon mot, moi, quand j'étais inquiet, ça m'est arrivé une fois jeune, là, non pas une fois quand je cherchais ma fille, là, j'étais inquiet en crise. Je dis, tabarnak, elle est où, là? Là, j'étais inquiet. Là, je stressais. Je dis, hey, tabarnak, elle est où ma fille? Là, j'ai cherché partout. Puis, elle avec le voisin. Donc, c'est déplorable. Puis, effectivement, ça rappelle qu'à l'école secondaire, aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est d'enseigner l'esprit critique pour dire, attends un peu, là, quand il te répond... Par exemple, moi, j'ai fait des tests, j'ai un livre l'année dernière sur Galilée. Je fais quelques tests. Il dit des conneries sur Galilée. Mais je sais pourquoi il dit des conneries. Parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est un perroquet probabiliste. Donc, il dit, oui, condamnation de Galilée, là, il parle de 1632, alors que moi, je parlais de 1616. Mais le gros, sur le web, condamnation de Galilée, c'est 1632, 1633. Mais comme il va probabiliste, c'est une probabilité non nulle qui tombe sur le procès, entre guillemets, qui n'a pas existé de 1616. Donc, je sais comment il pense, comment il calcule. Vous savez. Oui, mais il faut le renseigner, ça, aux gens. OK. C'est des êtres probabilistes. OK? Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, si tu n'as pas l'esprit critique, effectivement, il faut déplorer le fait qu'ils vont croire tout ce qui est écrit là. Mais rappelez-vous, au début des téléphones cellulaires avec Google, les gens aussi disaient, hey, on disait, non, c'est une fake news, ça. Il y avait plein de vidéos. Moi, je me souviens d'un cas, ils disaient, ben non, ça se peut pas. Oui, mais c'est sur Internet. On s'en fout. La physique dit que ça se peut pas. Ça, c'est une blague. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Puis ils disent, ah, mais c'était pour ça, après ça, que c'est une blague. Mais oui, je te l'ai dit que c'est une blague. Parce que... Donc, d'où le fait que je conclue mon livre avec 5 ou 6 principes de base pour dire, si tu as accumulé au secondaire les 6 principes de base de la science, puis qu'après, tu fais aller tes neurones, tu dis, ouais, c'est louche, cette affaire-là. Donc, oui, c'est déplorable, mais quand vous dites on va lire moins, les gens lisent déjà moins. À l'université, là, à chaque semaine, on doit lire les textes, et tous mes collègues et amis savent, ils déplorent le fait que la moitié des étudiants du cours qui ont pourtant suivi le maudit cours ne sont pas obligés, n'ont pas lu les textes. Ils n'ont pas lu au complet. Fait que là, ils regardent au plafond puis ils ne posent pas de questions, alors que les 3-4 nerds vont poser des questions sur les 10. Donc, lire, c'est pas la même chose. Le problème, c'est qu'effectivement, ils cessent de penser et de faire aller leurs neurones par la pratique. Il y a un article, d'ailleurs, qui vient de paraître dans le Chronicle of Education, où le gars, il dit, « Hey, j'ai commencé à écrire, à demander à mes étudiants d'écrire, puis maintenant, ils ont commencé à repenser. » Parce qu'effectivement, si Chat répond à tout, mais ce qu'on peut prédire, ça, c'est une prédiction que je fais, puis il y a déjà des travaux d'informatique, je pense, qui le montrent un peu, c'est que comme Chat va générer de plus en plus de textes puis de plagiat qui vont se retrouver sur le web, Chat se base sur le web. Donc, il va se mettre à tourner en rond et il va homogénéiser, qui fait que tout le monde qui va m'écrire dans mon cours, là, ils vont tous écrire la même chose s'ils copient tout sur Chat. Mais ils vont penser la même chose Oui, aussi. ils vont écrire. Mais ça, c'est peut-être pire. Il y a une homogénéisation C'est peut-être qui pire. va se faire. Ben oui. Penser, parce qu'après, on forme des citoyens. Mais ça va s'adapter parce que sinon, effectivement, cette absurdité-là où les gens sont plus capables de penser par eux-mêmes, ça ne peut pas durer parce qu'ils vont tous répéter la même chose. Bonjour, l'innovation, qui est pourtant le mot à la mode. Mais si on dit toujours, c'est des algorithmes, les algorithmes, ça fait des choses. Sur Google, quand on fait une recherche, bien, ce que Chat fait,
D'ailleurs, sur Google, il y a Gemini maintenant, qui souvent résume. Parce que pour résumer un texte, ils sont très bons. On ne peut pas discuter ça. Ils sont très bons pour résumer des textes. Le problème, c'est qu'il va résumer les principales idées. Or, vous, en lisant le texte, vous allez peut-être trouver que, hey, il y a une petite idée dans le texte qui ne ressort pas du texte et que donc que l'algorithme n'a pas repris, mais qui est celle qui est la plus intéressante. Ça a été fait. OK? Donc, on dit aux étudiants, attention, le résumé qu'il te fait, il est bon, grosso modo, mais t'es mieux de lire le texte parce que toi, ton cerveau à toi, puis ton expérience à toi, va t'amener à dire, hey, il y a telle autre affaire, il n'en a pas parlé de ça. Non, parce que lui, il cherche des récurrences, en gros. Y Puis en a-tu plus, ça un... dépend comment il est programmé. Ça, on n'en parle jamais parce qu'on dit une intelligence artificielle. C'est quoi cette intelligence artificielle? Moi, je ne sais pas c'est quoi. Ah oui. Quel algorithme tu as utilisé? Comment il est construit? Comme je dis toujours, l'algorithme de Musk, c'est un algorithme qui n'a pas été fait par des woke, donc il insulte tout le monde puis il blasphème. Grok. Ouais, Grok. L'algorithme de ChatGPT, de Sam Altman. il est super woke. Je l'ai fait le test. Donc, ça veut dire quoi? Des petites mains ont tronqué l'espace des probabilités pour qu'ils n'aillent pas chercher des choses fréquentes, parce qu'on sait que sur Internet, c'est bourré d'insultes. Plein. Fait que si tu laisses chat sur le web, comme c'est un perroquet probabiliste, il va aller chercher des insultes. Mais où? Ouais. C'est- Et vous réussissez donc, moi, en tout cas, il y a une chose que je ne réussis pas, c'est à vous inquiéter, mais vous Ouais. réussissez à vous imaginer un scénario, là, si je vous ai bien compris, où on s'épuiserait de ça, là, parce qu'on manquerait de possibilités d'innovation. Donc, instinctivement, comme société, on tournerait le dos à ça parce que ça deviendrait emmerdant. C'est pas qu'on tournerait le dos, c'est qu'on va cesser de penser qu'il y a réponse à tout. On va s'en servir dans des limites qui sont normales. Si on enseigne ça aux jeunes, si on les explique ce que je viens d'expliquer, que l'algorithme, je peux l'expliquer en 2 minutes, c'est un espace abstrait de probabilité de mots puis de relations. OK? Puis pour comprendre, si on a 2 minutes, je vais vous donner un exemple expérimenté qui est très drôle. Moi, je travaille en sociologie des sciences. OK? Et donc, j'ai quand même une œuvre qui a une certaine renommée, peu importe. Et moi, je suis un des critiques au niveau international de Bruno Latour. Une théorie que j'ai critiquée dans des travaux scientifiques. Fait que là, j'ai dit, c'est qui ça, Yves Gingras? Là, il dit, Yves Gingras, c'est un sociologue canadien-français, puis c'est intéressant. French-Canadian sociologist. J'ai demandé en anglais parce que le corpus était plus large. Puis, donc, puis là, il me dit, oui, il a travaillé là-dessus. Il y avait plein d'erreurs. Mais cette approche, cette politique scientifique, il invente, parce que les affaires proches. Pourquoi il se trompe? C'est que mon nom, disons, dans l'espace abstrait de probabilité est ici. Puis autour, il y a innovation, il y a politique scientifique, OK? Il y a histoire des sciences, il y a sociologie des sciences. Puis là, je dis, OK. Là, j'ai vu les erreurs. Je dis, OK, mais quel livre a écrit Yves Gingras? Et là, c'est génial, ça, je raconte l'histoire, elle est trop drôle. Il dit, Yves Gingras a écrit La science en action. Or, tous les sociologues des sciences savent que le livre La science en action, qui est un livre célèbre, a été écrit par Bruno Latour, pas par Yves Gingras. Mais là, j'ai dit, écoutez, moi, je viens de comprendre pourquoi. C'est comme moi, je suis un critique de Latour. Dans l'espace, on est proche parce qu'on a une relation négative, mais on a une relation. Puis autour de Latour, ben, il y a science en action. Fait que lui, comme il va probabiliste, il dit, OK, Gingras écrit des livres, il y a un titre de livre à côté qui s'appelle Science en action, on va le donner à Gingras. Voyez-vous, là, on vient de comprendre comment il marche l'algorithme. Je viens pas de faire peur au monde, je viens de montrer comment il marche. Bon, oui. Fait que les informaticiens, et je conclue là-dessus, les informaticiens qui parlent, j'en nommerai pas, mais qui parlent en public, devraient parler d'informatique et non pas de se transformer en gourou social qui nous annonce la fin du monde. Ils savent faire de l'informatique, mais qu'ils l'expliquent comme je viens de l'expliquer. Tu vois, en préparant l'entrevue, j'étais sûr que vous alliez plutôt vous retrouver de mon côté, mais finalement, je découvre un homme plus optimiste et impossible à inquiéter, finalement. Ouais, c'est ça, je pense. Allez-vous faire ça encore longtemps, enseigner? Ça fait 40 ans que vous faites ça. Vous auriez pu vous retirer, grosse pension terminée. Vous restez en poste Ben, moi, je fais parce mon que vous travail. vous amusez. Oui, effectivement, tout est là. Il faut bien s'amuser et continuer à vouloir s'amuser. Si j'étais tanné d'enseigner, effectivement, comme vous dites, je peux tirer la plug et prendre ma retraite, puis devenir prof émérite et continuer à faire de la recherche. Mais moi, je dirige beaucoup de thèses de doctorat. Puis bon, tant que Est-ce que vous avez l'impression que je suis en santé, moi, je reste professeur. Puis est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu
au milieu d'un combat, est-ce que vous restez aussi parce que si vous vous en allez, il va manquer quelqu'un Je qui reste crie pas, au... je reste pas pour cette raison-là, mais je suis conscient que les professeurs étant un peu enclins à défendre encore la raison au nom de la diversité, puis du respect que si je m'en vais, je me dis toujours, mais c'est pas pour cette raison-là que je reste, que ouais, effectivement, j'espère qu'il y en a qui vont garder ce flambeau de dire, écoutez, il faut arrêter de déconner, là. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Sans donner. On répète des choses, on dit, mais c'est où la preuve? Ah, il y a un déclin. On répète ça depuis constant partout, même chez l'enfant. Un déclin d'intérêt en science. Je dis, pourquoi vous répétez cette phrase-là? Et c'est quoi votre source? Ah, ben moi, j'ai les sources. Il n'y en a pas de déclin. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne dis pas qu'il devrait en avoir, je vous dis qu'il n'y en a pas. Merci beaucoup, Yves Gingras. Est-ce que vous pouvez me faire une promesse? Si je repasse dans le couloir puis votre porte est ouverte et je cogne, vous allez m'ouvrir? Ben moi, ma porte, est toujours ouverte, elle n'est pas entrouverte, elle est toujours ouverte. Et les gens viennent souvent parce qu'ils trouvent que mon bureau est vivant et ils disent, ah, j'aime votre bureau. D'ailleurs, je viens de faire un texte qui va paraître bientôt qui s'appelle Ma vie de bureau, où j'explique la personnalité de mon bureau à travers les gens qui rentrent dans mon bureau en disant, ah, c'est le fun ton bureau. Il y a de la vie dans ton bureau, puis tout ça. Puis effectivement, les gens que je connais même pas arrêtent dans mon bureau, puis je leur parle. Moi, Bon, ben je vais passer. j'ai l'air méchant, mais Ben, je c'est suis pas trop ça, méchant. c'est pas que vous avez l'air méchant, mais vous avez l'air concentré, puis ça prend du courage. c'est sûr, Ça je prend suis du courage concentré. pour déranger ce monsieur-là. Merci beaucoup, Yves Gingras, d'être venu nous voir. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, ben, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Vous pouvez simplement vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Vous allez voir le contenu plus facilement. Sinon, si vous voulez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, il y a sur Patreon, le lien dans la description. Ça va vous donner accès aux épisodes, mais seulement la version audio. Sinon, il y a YouTube. Vous devenez membre exclusif de la chaîne. Vous pesez sur Rejoindre, se joindre. Et là, dans les deux cas, Patreon et YouTube, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, ainsi qu'à du contenu exclusif. Et une fois de temps en temps, j'invite les gens en studio, les membres, à venir assister à un épisode à mardi prochain.